Bien. Bon, eh bien, c'est depuis Hanoï que devant un tas d'ustensiles un peu compliqués, je vais inverser les rôles. C'est-à-dire que moi qui enseignais pendant longtemps comment on fait de la communication, c'est moi qui ai essayé de communiquer. Je suis donc à l'USTH, l'Université de sciences et technologies de Hanoï, où j'interviens comme enseignant dans le master de biopharmacie et ainsi qu'en licence. Et en master de biopharmacie, j'enseigne la matière dont tous les étudiants ont horreur, à savoir l'expérimentation statistique. Ils ont tort, c'est une science très amusante. À cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants français qui viennent faire des stages ici même à Hanoï, avec notre collègue, le professeur Pascal Gantet. Et à cette occasion, ils m'ont demandé de vous parler quelque temps, un petit peu de mon expérience. Eh bien, mon expérience, elle est ancienne. Je ne sais pas si la caméra est en couleur, mais si elle est en noir et blanc, rien que pour ça, vous voyez que j'ai les cheveux blancs, car j'ai voyagé de par le monde depuis maintenant presque plus de 40 ans. En effet, autant que les jeunes faisaient encore un service militaire, ça remonte quand même à quelques années, eh bien, j'ai commencé par être coopérant militaire en Tunisie, à l'École nationale supérieure d'agronomie de Tunis, où à de jeunes futurs ingénieurs agronomes, j'étais chargé d'enseigner la bioclimatologie. Pour être tout à fait sincère, je ne savais pas trop ce que c'était en arrivant, mais enfin, on s'est débrouillé. À l'époque déjà, j'avais une thèse en écologie végétale. Puis, je suis revenu en France. J'étais ingénieur principal à l'Institut national de la recherche agronomique dans les services de vulgarisation et de développement. Et j'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années sur les besoins en eau des cultures, particulièrement sous abri, dans les serres plastiques. J'ai travaillé aussi dans les serres plastiques, tout ça, et même les serres en verre, ainsi que dans la sélection végétale et certaines plantes que nous avons l'occasion de manger encore actuellement sont certainement passées entre mes mines pour voir si elles avaient une bonne productivité, si elles étaient sensibles aux maladies, etc. Et puis, à cette époque, s'est créée l'université de Perpignan et on m'a demandé de m'occuper de l'Institut universitaire de technologie l'Institut universitaire de technologie de Perpignan, de l'option agronomie qui était créée. Et depuis cette époque, et pendant près de 40 ans, je suis resté comme professeur d'agronomie dans les IUT, d'abord donc à Perpignan, puis après à Amiens. À côté de cela, j'ai eu de grandes activités au niveau relations internationales. D'abord dans le cadre de la Banque mondiale, où j'étais expert de la Banque mondiale sur tous les problèmes de l'aménagement des oasis dans le sud tunisien. J'ai travaillé aussi pour le gouvernement algérien pour les problèmes de culture maraîchère tout autour de la zone d'Alger, ainsi que pour le gouvernement marocain sur les problèmes des cultures maraîchères aussi dans les environs de Marrakech. J'ai eu l'occasion aussi de travailler toujours avec la Banque mondiale sur le Sénégal, sur les problèmes particulièrement passionnants d'aider les agriculteurs pour les nouvelles techniques d'irrigation. Et puis, une fois que j'étais à l'université, j'ai continué à faire beaucoup de relations internationales qui vont, je ne dirais pas aux quatre coins du monde, mais enfin qui vont quand même
des environs de Calgary au Canada, et bien jusqu'au Vietnam, en passant par Madagascar, mais aussi par le nord de l'Europe, puisque j'ai beaucoup travaillé avec l'Académie des sciences de Russie à Saint-Pétersbourg. Ceci m'a permis de voir beaucoup de choses, et comme je suis un esprit curieux, plutôt que de constater des faits, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment se posaient les problèmes. Et c'est ainsi qu'au cours de cette longue expérience, j'ai été amené à travailler plusieurs fois sur un sujet qui posera très souvent, qui a posé, qui posera encore très souvent d'énormes problèmes, à savoir celui de la salinisation des sols. Salinisation dit sel. Immédiatement, tout le monde pense au sel de cuisine et au sel de la mer. Effectivement, il peut y avoir de la salinisation des sols par l'eau de mer, mais aussi il y a les gros problèmes de salinisation des sols liés directement au substrat qui, et c'est le cas bien souvent c'est le cas de l'Afrique du Nord, des croûtes de gypse qui sont à quelques mètres de profondeur et qui ne demandent qu'une chose, eh bien, c'est de se dissoudre, de remonter et éventuellement de causer un certain nombre de problèmes pour les cultures. Alors, bon, il est difficile de parler de la salinisation des sols en quelques minutes. Je vais certainement aborder deux cas qui sont tout à fait des cas que j'ai vécus et qui seront tous les deux situés en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que j'y suis allé, j'y ai résidé, j'ai beaucoup travaillé là-bas, et je connais certainement mieux ces exemples que par exemple en Asie, même si j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de choses. Alors, prenons le premier cas, la salinisation des sols par l'eau de mer. On sait depuis la nuit des temps que l'on n'arrose pas avec de l'eau de mer, et même que l'eau de mer est toxique pour les plantes. Tout le monde se souvient de la catastrophe de Carthage, la prise de Carthage. Caton disait que certes Carthage sera détruite, mais qu'ensuite on devait répandre du sel sur Carthage pour la rendre absolument inféconde. Effectivement, le sel de mer est toxique pour les plantes. Et il faut éviter qu'il y ait du sel sur les plantes. Et pourtant, même si certaines plantes aiment le sel, comme la betterave à sucre, et pourtant, il y a de graves accidents qui proviennent du sel. C'est l'exemple, par exemple, du Cap Bon en Tunisie. Le Cap Bon, c'est cette espèce de magnifique péninsule qui pénètre dans la mer Méditerranée, bordée aussi bien au nord au sud par les flots bleus, absolument magnifiques, et surtout par des plages absolument parfaites pour des organismes du tourisme de masse. Belle plage, qui dit belle plage, dit évidemment possibilité d'aménagement touristique. Et pour faire des aménagements touristiques, c'est toujours facile de construire des hôtels, mais les touristes ont des exigences. C'est-à-dire qu'ils aiment aller à l'étranger tout en retrouvant leur pays, leur confort dans le pays où ils vont. Faites manger un couscous à un Européen, eh bien il aimera le couscous s'il est adapté à la mode européenne, c'est-à-dire si on oublie de lui mettre dedans un petit peu d'harissa. Eh bien, les touristes sont de très gros consommateurs d'eau
douce. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils adorent prendre des bains, on ne peut pas le reprocher, mais ils préfèrent la baignoire à la douche. Deuxièmement, quand il fait chaud, ils aiment plusieurs douches. Troisièmement, les touristes sont des gens assez surprenants, même quand ils ont une belle plage devant eux, ils adorent aller dans une piscine. Qui dit piscine, dit nécessairement approvisionnement en eau. Bien sûr, c'est un problème que tout investisseur, toutes mes excuses, on mélange l'anglais, le français, tout ça de temps en temps, un petit peu de vietnamien, donc c'est compliqué. Tout investisseur connaît, et donc il était prévu d'apporter l'eau, oh là là, des confins de la frontière algérienne, grâce à des barrages qui ont été construits dans l'Atlas, et avec des canalisations qui faisaient jusqu'à 60 cm de diamètre. Mais bien sûr, le temps que l'on construise ces barrages, le temps que l'on amène l'eau, eh bien les hôtels étaient déjà construits depuis 3-4 ans. Il fallait bien qu'il y ait de l'eau. Donc, qu'a-t-on fait immédiatement ? Eh bien, on a prélevé de l'eau directement dans les nappes phréatiques. Pas dans les nappes phréatiques rigoureusement superficielles, parce que là, l'eau n'est pas très bonne, déjà de nature, mais en profondeur, 15 mètres, 15-20 mètres. Et certainement que l'on a pompé trop d'eau, c'est-à-dire que l'on a pompé plus d'eau que naturellement la nappe phréatique est capable de se remplir. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé une dépression à l'intérieur de cette nappe phréatique. Et comme nous sommes sur une péninsule, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Phénomène de succion, de l'eau de mer a pénétré à l'intérieur de ces nappes phréatiques, presque superficielles. Mais ces nappes phréatiques avaient une utilisation. Cette utilisation était l'agronomie. Même les cultures d'orangers. La maltaise demi-sanguine de Tunisie est une orange qui a toujours eu une renommée mondiale. Une orange qui est pas très très douce, qui est un tout petit peu acide, mais qui est absolument délicieuse, par exemple en jus de fruits. Conséquence immédiate de l'utilisation pour l'irrigation d'une eau salée, eh bien, modification du pH des sols, surtout alcalinisation. Et on sait très bien, en physiologie végétale, que les plantes prélèvent dans le sol du fer, le fer ferrique, et que ce fer ferrique, généralement, pénètre à l'intérieur du végétal quand les sols sont acides et que les plantes sont elles-mêmes capables d'acidifier tout autour de leurs racines. Quand on apporte des bases, le pH remonte et la plante n'est plus capable d'acidifier alentour des racines et donc elle est incapable de se nourrir en fer. Ne pouvant pas se nourrir en fer, que se passe-t-il ? Apparaît la chlorose ferrique. Et sur plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares, eh bien, en quelques années, on a vu apparaître de la chlorose ferrique, c'est-à-dire les feuilles toutes jaunes, avec juste les nervures un peu vertes. Et surtout, on a vu les rendements en agrumes baisser de manière considérable. Comment faire ? Il n'y a qu'une solution que l'on connaît depuis de nombreuses années, c'est d'apporter au sol du fer, mais bien sûr, on ne va pas l'apporter avec de la ferraille, on l'apporte avec des chélates. C'est bien connu. Entre autres, l'éthylène-diamine tétracétique, qui est d'un usage courant. Le problème,
c'est que ça coûte cher. Et que non seulement ça coûte cher, mais c'est qu'il faut en apporter chaque année. Chaque année. Et quand l'on voit le prix de revient d'apport de chélate, eh bien ça représente une part importante de la production. Donc, moins de revenus bruts, voire nets, même, à l'hectare pour l'agriculteur. Le problème, surtout, c'est qu'à partir du moment où une nappe phréatique a été polluée par l'eau de mer, eh bien, malheureusement, vous ne pouvez pas la dépolluer. Et c'est ainsi qu'on a des nappes phréatiques qui sont salées et qui resteront salées. Cet exemple d'action de salinisation est une conséquence tout à fait anthropique. C'est l'homme qui est fautif. Bon, malheureusement, on n'est pas spécifique à l'Asie, pardon, à l'Afrique. On a eu quelques exemples dans la presse en Asie. On a eu aussi quelques exemples en Amérique du Nord, du côté de la Californie. Voilà. Utiliser trop d'eau fait qu'on salinise les sols. C'est le premier exemple de salinisation des sols. Un deuxième exemple de salinisation des sols est celui qu'on observe non pas par l'eau de mer, mais par le problème de cette immense couche de gypse que l'on retrouve dans toute l'Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'aux confins de l'Égypte, en passant par la Libye, et qui est une couche superficielle, c'est-à-dire qu'on la trouve des fois à 1,50 m, 2 mètres de profondeur. C'est du gypse. Donc de ce fait, l'eau qui passe près de ce gypse se charge un peu de sel. Heureusement, ce sel, qui est donc du gypse, est beaucoup moins toxique que l'eau de mer. L'eau de mer, si vous dépassez 2 grammes par litre, c'est toxique. Avec le gypse, on peut aller jusqu'à 5, 6, voire 7 grammes de sel par litre sans que les plantes souffrent trop. On sait depuis les temps immémoriaux, ou du moins depuis les Romains, utiliser cette eau qui est naturellement salée. Vous faites un trou dans le sud de la Tunisie ou en Algérie, du côté d'El-Oued, en Tunisie, du côté de Gabès, tout ça, vous trouvez des eaux salées à 2-3 grammes de sulfate par litre. On a toujours su l'utiliser. On l'utilisait de manière très originale, en ce sens qu'on a toujours su que toutes les plantes sont plus ou moins sensibles au sel. Par exemple, les plus sensibles, ce sont les fabacées, très souvent, enfin certaines fabacées. Par exemple, des haricots sont très sensibles au sel. Dès qu'il y a un peu d'eau salée, ils sont éliminés. Alors on avait tendance à irriguer avec des eaux très légèrement salées, le moins salées possible, et puis cette eau, elle draine. Et en même temps qu'elle draine, elle se charge du sel qui s'est déposé, puisque une partie de l'eau est partie en évaporation. Et vous avez apporté de l'eau légèrement salée, ressort dans le drainage de l'eau un petit peu plus salée. Eh bien, cette eau un petit peu plus salée, on va la mélanger avec de l'eau initiale, déjà un petit peu salée, donc on réabaisse le niveau du sel, et ça va nous servir comme deuxième utilisation de cette eau. Alors là, on va faire des cultures un peu moins sensibles, par exemple, que des haricots. On va faire, par exemple, des arbres fruitiers. Les pêchers sont moins sensibles. Et puis, pareil,
on va pouvoir réutiliser une troisième fois cette eau. Alors à chaque fois, on a de l'eau un petit peu plus chargée. Troisième fois, par exemple, la luzerne. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Fabacée, la luzerne, elle, peut être résistante, en partie au sel. Vous avez, à ce moment, des productions de sel. Et puis, à la fin, de manière ultime, on va se servir de l'eau de plus en plus chargée pour faire pousser uniquement des palmiers dattiers, parce que c'est une plante, elle, qui résiste assez bien au sel. Et cette espèce d'équilibre qui date depuis plusieurs millénaires, on retrouve dans les oasis du sud tunisien des ouvrages de génie civil où l'eau était répartie entre les parcelles et où elle était mélangée quand il y avait des phénomènes de drainage. Ceci se retrouvait. Donc, cet équilibre existait. Et vous avez des magnifiques oasis, Tozol, Mefta, qui se développaient dans un équilibre presque paradisiaque. Tellement c'était magnifique, on appelait ça des corbeilles. Seulement, tout ce qui est beau attire le touriste. Conclusion, dans ces paradis qu'a-t-on essayé de faire? On a installé des hôtels. Des hôtels, souvent des hôtels de masse, en pensant que dans ces régions quand même qui sont un peu pauvres, bien, on allait créer des emplois. Et oui, on a créé des emplois. C'est une excellente chose. Le problème, c'est que à côté des emplois officiels, on a tous ces emplois qui se créent tout autour. Par exemple, puisque l'oasis est magnifique, pourquoi ne pas créer des transports en calèche dans l'oasis? Et les touristes adorent se promener en calèche. C'est magnifique. Qui va conduire une calèche? Généralement, un autochtone. Et cet autochtone se fait payer, puisqu'il transporte ses touristes. Et on s'aperçoit très vite qu'il va gagner plus d'argent en transportant 3 touristes par jour qu'en allant travailler sa parcelle dans l'oasis, où il avait l'habitude de faire pousser ses poireaux, ses carottes, faire pousser ses arbres fruitiers, polliniser ses palmiers dattiers, et puis récolter ses dattes. Que se passe-t-il? Eh bien, très rapidement, il n'entretient plus sa parcelle. Et là se passe un phénomène étonnant, auquel il ne s'attendait pas. C'est que, spontanément, il y a toujours de l'eau en profondeur, et comme l'évaporation au niveau du sol est importante, on s'aperçoit qu'il y a remontée de l'eau salée. Elle arrive en surface, elle s'évapore. Puisqu'elle s'est évaporée, du sel se dépose. Et très vite, en l'espace de quelques mois, voire de quelques années, on voit apparaître des inflorescences de sel partout sur le sol. Et petit à petit, la végétation disparaît. Au début, on a quelques plantes, toutes les plantes habituelles, culture maraîchère, de mauvaises herbes, tout ça disparaît. On voit apparaître quand même quelques plantes qui aiment le sel, quelques salicornes même, mais ce sont des plantes halophiles. Et puis la concentration de sel dans le sol allant en augmentant, eh bien qu'est-ce qui se passe?
on ne voit plus de végétation. Et le stade ultime, c'est de voir même les palmiers dattiers disparaître. Il y a certaines oasis qui ont complètement disparu. J'ai en tête, en y pensant comme ça, par exemple, Mouchelma, à côté de Gabès, où on passait il y a quelques années à travers quelques palmiers dattiers où on voyait juste le stipe du palmier et avec plus de feuilles, plus rien. Tout était mort. Il y a quelques autres exemples. Par exemple, au Maroc, si on va du côté de Marrakech, qu'on regarde la palmeraie de Marrakech, eh bien, on est un peu surpris de la faible densité des arbres qu'on trouve actuellement. Souvent, ils ont disparu parce qu'on n'a pas entretenu le terrain, ce fameux équilibre qui permettait à nos plantes et à notre oasis de survivre. Voilà deux exemples qui me viennent comme ça à l'esprit. On pourrait en parler plus longuement, peut-être. Mes interlocuteurs voudraient-ils me poser des questions supplémentaires, car c'est un peu une discussion à bâton rompu. Donc peut-être ai-je oublié un point sur lequel ils souhaiteraient que j'intervienne. Comme de braves étudiants, ils ne posent pas de questions. Pas bien ça. Je suis sûr, c'est ce que je disais ce matin à mes étudiants de licence, je suis sûr que vous avez des questions. Là, chaud. Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bonne chance à tous. Et je vous souhaite de faire beaucoup de voyages à l'étranger, de vivre à l'étranger. On apprend énormément. On est confronté à des civilisations qui sont totalement différentes des nôtres. Nous sommes ici à Hanoï. Les Asiatiques ne vivent pas du tout de la même manière que nous. Pas du tout. Mais pourquoi ne pas considérer que c'est eux qui ont raison et nous qui avons tort, ou l'inverse? Il faut savoir être très tolérant. C'est peut-être le dernier message que je voudrais faire passer dans cette interview. À l'occasion de nos voyages, essayer de comprendre les autres, ne pas arriver avec ses solutions en disant « moi je détiens la vérité ». Non. Nous avons toujours, nous, à apprendre beaucoup quand nous voyageons et après, ben, ma foi, on peut se resservir de toute cette expérience dans une situation de